Good morning, everybody. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen. Hi, I'm Lorraine O'Donnell, Senior Research Associate at the Quebec English-Speaking Communities Research Network. We pronounce it Questgren. You will hear other pronunciations as we go along in the day. We're housed here at Concordia University. It's really wonderful to be in a room with people at our first in-person research event in 3 years. Thank you very much for coming to join us today and tomorrow. To start, a territorial acknowledgement. Concordia University is located on unceded Indigenous lands. The Kanien'kehá:ka Nation is recognized as the custodian of the lands and waters on which we gather today. Tiohtià:ke, or Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. And on that note, at Questgren, we're making regular efforts to reach out to some of our Indigenous partners, especially those in the Montreal area. And you may have noted that Dr. Kathy Martin, a Mi'kmaq scholar from Listigouche, Quebec, starts tomorrow's symposium day with a presentation on respecting Indigenous tradition in empirical research. And it will provide us a chance tomorrow to discuss possible links and alliances between Quebec's Indigenous and English-speaking communities. It's now my pleasure to open the first ever Questgren Researcher Member Symposium called Strength in Communities, Exploring Social and Cultural Landscapes of English-speaking Quebec. So welcome. A few words about Questgren. It's a dynamic alliance of researchers, community organizations, and institutions developing research capacity related to Quebec's English-speaking communities. Our activities include research, training, knowledge mobilization, networking, outreach, and managing multi-partner projects. Our knowledge mobilization activities include organizing events like this and many more online ones. For another in-person event, please save the date for November 2nd and 3rd of this year for our Education and Vitality Forum. We also produce research tools, some in association with other groups and individuals, including Brendan O'Donnell, who's here today, who as a volunteer creates the bibliography on English-speaking Quebec, and who I'm happy to see here. Patrick Donovan and Anita Aloisio will present the research tools we produce this afternoon. Questgren also produces a bilingual newsletter, so please sign up for that. As for our networking activities, the network highlighted in today's event is our researcher member group of 69 scholars from Quebec, the rest of Canada, and beyond. Several are presenting at the symposium and more are in the room. And I would love if people would raise their hands if they're part of the researcher member network so we can see who you are. Wonderful. Thanks all of you for showing up and for contributing to this event. We promote respectful bilingual dialogue and work in partnership with many groups, including the major umbrella groups for English-speaking Quebec, the Quebec Community Groups Network and the Regional Development Network. And we're really pleased to have representatives from both of these at the symposium. And we also work with many other community groups. I'm also happy to acknowledge the hard work of my colleagues in bringing this event together. First and foremost, Anna Hunt, our Questgren's Knowledge Mobilization Officer. As I keep telling people, Anna saved our skin when COVID happened because she's an expert in educational technology. And she helped us, as they say, pivot online on a dime. Thank you, Anna, for all that you do. So she created this new researcher member symposium format from scratch.
in a very uncertain COVID wind down period. Grace under pressure. Thank you, Anna. Our colleague Anna Gomez, who's probably running around doing stuff, provided a lot of logistical support. And Anna Houston, who I don't think is here today, the third Anna of our team, organized tomorrow's panel of 7 partner groups for the community project. Enjoy your day. We hope you will stay for the cocktail on the beautiful 6th floor lounge. So this building downstairs at, I think it's 4:30. And finally, I gratefully acknowledge support for Questgren and for this event from the Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, Canadian Heritage, Concordia University, and the Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities also support Questgren. And we're especially grateful to the Institute for sponsoring this evening's cocktail. I'll now invite Mr. William Flock to say a few words. Mr. Flock is sous-ministre adjoint at the Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise in the Ministère des Finances. Merci, Lorraine. Thank you. It's a great pleasure to be part of the inauguration of this member researchers event. I thought I'd maybe take the opportunity to give a little bit of background on the Secretariat where I work and also highlight why we're interested in research. So just to begin with, the Secretariat for Relations with English-speaking Quebecers was created in late in 2017, so 5.5 years ago. The key mandates of the Secretariat then and now are to liaise with the organizations and institutions that serve English-speaking Quebec, to provide policy advice to other departments and the government of Quebec as a whole. We also have a mandate to work with other levels of government, so Canada-Quebec agreements, that kind of thing. But we also have a mandate for, it says statistics, and we understand that to mean research and the idea of an evidence base. So given that mandate and given that we're quite a small team, fairly early on, we engaged with Lorraine O'Donnell and others at QSCREN to explore ways that that we could support what they wanted to do, and in turn, it would provide useful data and contacts for us. And I would say now we've been working together for 5 years, and it's been extraordinary. We've really appreciated the solid work that QSCREN does. It's not always easy navigating research and policy, but you know, for instance, QSCREN's ability to bring together community leaders, government officials, and researchers in a space where we can have, you know, useful dialogue, learn from each other, and, you know, move knowledge forward. I think it's been very gratifying to see how much has been done in that regard. So we really appreciate the role that QSCREN plays. The other, I guess, the other thing I'd like to highlight is that good public policy needs good data, needs good analysis, needs, we need to know what we're talking about. And in terms of our mandate, understanding the possible impacts of policy on the English-speaking communities of Quebec in all their diversity, it's very important that all of you in this room continue to kind of reflect and produce and share with us your perspective, which then in turn informs our perspective. And then if we're doing our job properly, we inform others within the government machine. Of course, we can't always, you know, come out on top of every debate, but the more that we're able to point to underlying data that demonstrates a particular challenge or issue for the English-speaking community, then the greater chance we have of being heard. And I would say that that's even more true now that my secretariat was moved last November from the Ministère du Conseil Exécutif over to the Ministère des Finances. And Minister of Finance is very much a data-driven ministry. You know, they love numbers. They love, you know, but then also you need the stories to explain the numbers. So for us at the Secretariat, the work that QSCREN does, the work that researchers do, the work that community organizations do, all of those are really invaluable inputs in how we understand the world and then how we try to communicate it. Of course, we don't replace what others will do in the public arena. You all have the opportunities to make your point of view known. We in turn amplify, repeat them internally, and
I think we've made some headway, but it's, you know, the understanding of the English-speaking community and its particular situation and challenges is not always it's not always well understood, to be frank. And I think that you know, we're very appreciative of the opportunities to learn from the research community, and I think we've made some headway, but it's an ongoing challenge. So I'd like again to thank Lorraine and Anna and the leaders of QSCRAN for the important work you do. We're here taking notes, learning, and engaging. So thank you, and have a great conference, everybody. So our first speakers are Éric Faure, perspective théorique et méthodologique. Éric is the directeur de l'Institut canadien des recherches sur la minorité linguistique à l'Université de Moncton et il publie beaucoup de projets de recherche, de rapports de recherche en français et en anglais. Au fil des années, ça a été très, très fructueux et ça continue à l'être. Donc, Éric va nous parler avec le titre « Perspective théorique et méthodologique » and I invite you to, at the end, we'll have a question and answer period, but at the end of all the speakers, okay? And of course, it's in French and English, en français et en anglais pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, Éric, merci beaucoup de venir au podium. OK, je vais faire ma présentation en français. Si ça va avec vous, je crois que c'est mieux pour vos oreilles. Je vais vous parler de la perspective théorique d'un projet qui comprend plusieurs volets. En fait, nos présentations sont très liées parce que ce que va vous raconter Jason, Thomas, François-René, puis moi à la fin, ça fait partie vraiment d'un même projet. Mais ce que je vais faire pour commencer, c'est vous présenter la perspective théorique de notre projet. Donc, juste pour vous présenter les volets, c'est un projet qui découle d'un projet qu'on a fait ensemble, d'un article avec François-René, Jason, sur l'Université de l'Ontario français. C'est pas ça qu'on va vous présenter, mais ça découle vraiment de ce projet-ci. Ce qu'on va vous présenter, c'est en fait, en parlant, en discutant, on s'est dit, ben, ça serait peut-être bien sur notre lancée de regarder ce qui se fait du côté du Collège Dawson. Le débat linguistique qu'il y a eu autour du projet d'agrandissement du Collège Dawson, qui est assez similaire, il y a certaines similarités avec ce qui s'est passé du côté de l'Université de l'Ontario français. Ensuite, il y a le projet de loi 96 qui a suscité aussi passablement de débats. Puis on s'est dit, on va aussi aborder ce débat linguistique-là en lien avec la révision de la loi sur les langues officielles qui a aussi suscité des débats au Nouveau-Brunswick que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, nous allons nous pencher sur les débats linguistiques qui reflètent généralement une cohabitation tendue entre les anglophones et les francophones et un aménagement linguistique souvent conflictuel. Des analystes ont cherché à rendre compte de ces débats et à en comprendre les racines historiques. Par exemple, pour Guy Rocher, la protection de la langue française donne lieu à un mouvement de contestation. Il y a des débats linguistiques, surtout à partir des années 60. Guy Rocher constate que jusqu'au milieu du 20e siècle, il n'y a pas eu à proprement parler de conflit linguistique au Québec. Les Canadiens français acceptaient la prédominance de l'anglais comme un fait irréversible. La promotion du français ne visait pas à changer cet état de fait, à changer les rapports entre les anglophones et les francophones. Comme le mentionne Guy Rocher, la Révolution tranquille allait marquer un important virage. La défense de la langue française adopta le ton d'une contestation de la situation établie et prit la forme du conflit linguistique. Dans leur ouvrage « Langue et politique au Canada et Québec », Martel et Paquette, Marcel Martel et Martin Paquette, parlent de prise de parole publique sur la question linguistique.
qui entraîne une plus grande mobilisation sociale. Les débats linguistiques s'accompagnent d'un mouvement de contestation et parfois de conflits linguistiques. On peut penser à la crise de Saint-Léonard à la fin des années 60, qu'on a en mémoire, au mouvement McGill français. Un texte de Radio-Canada ici souligne les 40 ans de la loi 101, cite notre collègue Richard Bourris, qui parle de ces conflits comme étant les premières manifestations publiques. Manifestations au sens on descend dans la rue avec les pancartes, on conteste. L'analyse des débats linguistiques porte généralement sur les médias et de plus en plus sur les médias numériques. Des chercheurs tentent de saisir les représentations, les idéologies linguistiques qui les sous-tendent. Par exemple, les travaux de Virginie Hébert révèlent des idéologies, voire des représentations mythiques autour de la langue anglaise, tantôt vues comme une menace, tantôt vues comme une ouverture vers le monde, sur le monde. Les analyses de Rachel Vessé sur les débats linguistiques dans les médias montrent des perceptions différentes entourant la langue. La langue doit être protégée ou la langue est d'abord un outil de communication. Plusieurs études vont aussi porter sur les luttes et les crises linguistiques en adoptant différentes perspectives disciplinaires. Des travaux ont porté sur la crise linguistique en lien avec toute la question de l'unité nationale. On peut penser aux travaux de l'historienne Valérie Lapointe-Gagnon sur la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. D'autres travaux ont porté sur des crises en lien avec le développement institutionnel des communautés francophones minoritaires. Marcel Martel a montré le rôle de la mémoire des luttes passées dans la lutte pour l'hôpital Montfort. Rémi Légère a analysé la transformation du discours. Il parle de schèmes interprétatifs pour défendre l'éducation en français en Colombie-Britannique. Plus récemment, des travaux ont porté sur le projet de l'Université de l'Ontario français. On peut lire un numéro d'Enjeux et Société, Enraciner une nouvelle université au 21e siècle, qui comprend entre autres un article de François René, qui est avec nous, qui a fait sa thèse sur l'Université de l'Ontario français. François René montre comment cette lutte, j'espère que j'empiète pas trop, François René, comment cette lutte s'est déroulée sur les médias numériques. Il s'agit du premier mouvement de la francophonie qui se déroule, entre autres, sur les médias numériques. Notre approche des débats linguistiques nous amène à aller plus loin qu'une analyse de discours. Nous envisageons les débats linguistiques comme des interactions entre différents acteurs dont le déroulement peut se concevoir comme un drame social ou, dans notre cas, on peut parler de drame socio-linguistique. Nous envisageons à la fois les prises de parole et les actions collectives dans l'espace public comme des performances sociales. Nous abordons notre objet d'étude dans la perspective de la sociologie culturelle de Jeffrey Alexander. Je ne sais pas si vous connaissez, on va vous en parler un peu. Notre objet se définit donc à la jonction de l'objet d'étude des débats linguistiques comme tel et des actions collectives que nous envisageons autant l'un que l'autre comme des performances sociales dans une séquence d'actions dramatiques. Donc, j'ai passé celui-là. Nous analysons à la fois le contenu et le contenant, c'est-à-dire ce qui est communiqué et la manière de le communiquer en tenant compte du message, donc des discours, des émotions, de la mise en scène, de la dimension symbolique de l'action sociale. Puis nous cherchons à saisir les effets des performances sur les acteurs et le public, ainsi que le succès ou l'échec des différentes performances qui sont menées par les acteurs. Nous analysons également le processus d'intercompréhension en nous demandant comment les acteurs comprennent leurs actions réciproques, comment ils interprètent leurs actions. Donc, nous prenons en compte le contexte culturel et politique, nous analysons la mise en scène, les acteurs sociaux, le déroulement public de l'action ou le drame social, les performances sociales, les interactions,
les effets produits sur les protagonistes et le public, et le dénouement du drame social, comment l'histoire se termine. Donc, on parle du concept de performance sociale. Je vais vous le présenter. Je cite ici, ça, c'est des extraits qui viennent du site web qui présente les concepts de Jeffrey Alexander et son équipe. Originally formulated by Irving Goffman, social performance are social interaction when viewed dramaturgically and can be said to succeed or fail to the degree that these elements are persuasively integrated. Vous pouvez le lire aussi dans votre tête, c'est plus facile. Dans notre perspective, les performances sociales sont constitutives d'une séquence d'actions que l'on nomme drame social. Maintenant, on va voir la définition que donne Jeffrey Alexander du concept de performance sociale. Il parle aussi de performance culturelle. On peut les considérer comme synonymes. Il y a peut-être une petite nuance, mais que je n'ai pas encore cerné tout à fait. Cultural performance is the social process by which actors, individually or in concert, display for others the meaning of their social situation. It is the meaning that they, as social actors, consciously or unconsciously wish to have others believe. Une idée à retenir, c'est celle où des acteurs tentent de communiquer le sens associé à une situation sociale. Ils veulent faire accepter cette signification à d'autres. Donc, à noter, les performances peuvent être individuelles ou collectives. Certaines performances ont des effets limités sur la société, tandis que d'autres performances sociales peuvent vraiment engendrer des changements sociaux. Donc, notre perspective est compréhensive. Nous cherchons à analyser la manière que les actions sont comprises et sont interprétées. Là, ici, il y a une petite nuance, puis je me réfère à Joanne Michel, c'est un français, pour qui nous interprétons lorsque nous ne comprenons pas spontanément le sens d'un énoncé, d'un texte, d'une parole, d'une action ou d'une situation. Donc, quand le sens est problématique, c'est là où on commence à interpréter. Les acteurs sont toujours en train de comprendre et d'interpréter les actions les uns des autres. Ils utilisent des références culturelles et historiques pour projeter un sens à leur action et pour comprendre, voire interpréter ces actions. D'où l'importance de tenir compte du contexte culturel et aussi de la mémoire collective qui vient nourrir le sens des actions des acteurs. Les performances peuvent prendre différentes formes. Cela peut aller de simples débats dans divers forums, assemblées publiques, parlements, médias. Ici, l'accent sera davantage mis sur la force des arguments. On peut penser à la théorie de la gère communicationnelle, à toutes les théories sur la délibération. On est dans un espace de délibération où c'est la force du meilleur argument, idéalement, qui devrait déterminer le déroulement des interactions entre les acteurs. Donc ici, la performance est, disons, on pourrait dire minimale. La mise en scène est assez sobre. Mais ça peut aller aussi, quand on parle de performance, jusqu'à des démonstrations collectives à grande échelle, à l'aide de pétitions, des manifestations publiques, de performances même artistiques et culturelles. L'accent ici est mis sur le style, la création, la créativité, ça fait appel à la créativité, la mise en scène, l'image, l'émotion, l'humour aussi. Souvent, quand on voit dans des manifestations, il y a de l'humour, souvent c'est de la moquerie aussi, on va se moquer des figures politiques. On peut se demander ce que les mouvements de contestation permettent d'accomplir en contexte de minorité linguistique. Donc, les manifestations sont des performances collectives où on cherche à rallier le public, l'inciter à prendre position et à passer à l'action. Au minimum, on veut convaincre, on veut persuader. Idéalement, on veut que le public signe la pétition ou s'engage, participe à la manifestation. Lors d'une manifestation, les acteurs vont chercher à influencer les décideurs. À cette fin, on élabore et on communique des discours,
Donc, ça donne lieu à toute une production de discours. Hein. On communique aussi des émotions qu'on cherche à diffuser, qu'on cherche à partager. On emploie des symboles rassembleurs. Donc, lorsqu'une performance est réussie, les acteurs parviennent à créer des liens de solidarité, à renforcer le sentiment d'appartenance et l'identité collective. Ici, je cite Ron Eyerman, qui applique la sociologie culturelle aux mouvements sociaux. Narratives are stories containing rhetorical storylines, which link a particular occurrence, experience to others, broadening their meaning beyond the situational, imposing a higher order of significance, thus orchestrating and amplifying both the emotional experience and the meaning of the event as individuals fuse into a collective with a purposive future and a meaningful past. On voit ici le passé qui peut venir nourrir le sens de la manifestation, la performance. Ce qu'il faut retenir, c'est que les performances collectives accomplissent quelque chose, même si les acteurs ne parviennent pas à leur fin. Juste en menant, en organisant une performance, il y a beaucoup déjà qui s'accomplit au sein d'une communauté. Dans certains cas, le mouvement de contestation donne lieu à ce qu'on peut appeler une effervescence collective. Puis ça, c'est un concept qu'on retrouve dans les travaux d'Émile Durkheim déjà, qui a été repris après par plusieurs chercheurs, dont Jeffrey Alexander. Donc, quand on est face à un phénomène d'effervescence collective, donc on est vraiment ici encore une fois dans la créativité culturelle, l'utilisation et la création de symboles collectifs. Il y a un sentiment d'appartenance très fort qui peut être ressenti, puis il y a des grandes émotions aussi qui peuvent être ressenties par les participants de ce phénomène. Pendant ces phénomènes, les hiérarchies, les divisions sociales sont mises en parenthèse, car c'est ce qui unit les participants, leur appartenance commune, qui est mise en valeur ici, qui est célébrée, qui est mise en relief. L'effervescence collective est une manière de faire communauté qui est, pour Victor, puis là ici je reprends la théorie de Victor Turner, qui est en parallèle, c'est un événement, c'est un phénomène qui est éphémère, qui se vit de façon éphémère, en parallèle à toute une société qui se fait aussi à travers des structures, à travers des rapports sociaux. Donc, c'est comme l'autre facette du faire communauté, du faire société. Donc, j'ai mentionné qu'on aborde les performances dans une séquence d'actions symboliques. Les acteurs veulent influencer le cours des événements en exerçant une influence les uns sur les autres et en tentant de rallier le public. Ils cherchent à influencer l'opinion publique. Cette séquence suit une logique dramaturgique. Elle comporte une structure temporelle. Les performances sont donc des moments d'un drame social. Pour Victor Turner, il y a 4 moments dans un drame social. Il y a un ordre social qui est perturbé par un événement, une action, une décision qui va à l'encontre de cette situation sociale. Donc, c'est le moment de rupture. Vient ensuite la crise, qui donne lieu généralement à des conflits, minimalement à des débats, et éventuellement, ça peut aller plus loin, des conflits un peu plus vigoureux. On passe ensuite à l'étape de la réparation, où des actions correctrices sont menées pour résoudre la crise. Puis vient le dénouement du drame, qui permet soit de réintégrer les parties, les acteurs en conflit, ou soit qui nous amène à reconnaître qu'il y a une division dans la communauté. Ça, on n'arrive pas toujours à régler le drame social de façon harmonieuse. Le drame social met en jeu des jugements moraux. Lors du conflit, les acteurs jugent leurs actions réciproques en les classant comme justes ou injustes,
bien ou mal. Il y a une moralisation des actions des autres, des uns et des autres dans le discours. Des acteurs aussi. On a les bons et les méchants pour simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on étudie? À gauche, on a notre objet d'étude qui est illustré. Donc, on a les interactions entre les acteurs, on a l'audience et ses réactions. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, éventuellement aussi, on passe à l'action. L'audience peut toujours devenir, les membres de l'audience peuvent toujours devenir des participants au drame social. À droite, vous avez donc le regard du chercheur. On ne regarde pas seulement les performances, le jeu des acteurs, mais aussi on regarde la réaction du public. Donc, et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la partie publique ou visible du drame social. On pourrait regarder tout le jeu de coulisses, mais là, je dis nous, ça c'est l'équipe ici, là, présente devant vous. C'est ce qu'on va faire. Parce que même s'il y a un jeu de coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le décor. Premièrement, on n'a pas nécessairement les ressources pour analyser tout ce qui se passe derrière le décor. On n'a pas accès à toutes ces données-là. Mais par ailleurs, c'est que ce qui se déroule face au public doit faire du sens, doit suivre une certaine cohérence symbolique. Le drame qui se déroule devant les yeux du public doit pouvoir être intelligible, doit pouvoir être compris idéalement. Sinon, ben là, il y a un déficit de sens du point de vue du public. Le public n'arrive pas à comprendre tout à fait les actions qu'il observe. Il y a un événement qui arrive, après ça, il y a un autre événement qui arrive, puis sans pouvoir faire le lien entre les différents événements. Donc, nous, on pose qu'il doit y avoir une certaine intelligibilité ou une certaine lisibilité de l'action qu'on observe. Ici, je vais en fait rajouter un filtre, c'est le filtre des médias, parce que ce qu'on voit à gauche, c'est la réalité brute, on pourrait dire. C'est mais on ne va pas nécessairement observer cette réalité-là. On va le faire à travers le filtre des médias. Okay, c'est bon. Donc, ce qui nous amène à la collecte de données. En fait, ce qu'on va faire, c'est une couverture de presse, une veille médiatique qui va nous permettre d'isoler les principales actions, les principaux moments du drame ou des différents drames, parce qu'on va en étudier 3, les différents drames socio-linguistiques qu'on va étudier. Pour ça, on va utiliser un logiciel, c'est Meltwater, que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui permet de faire une veille médiatique, de reculer dans le temps, d'aller chercher des articles de journaux, de couvrir aussi tout ce qui se publie sur les sites web des médias. Twitter aussi. Il y a moyen d'aller chercher ce qui se publie sur Facebook, mais nous, je ne crois pas qu'on va retenir ce qui se publie, ce qui se discute sur Facebook. On aura peut-être une discussion à un moment donné. On n'a peut-être pas tranché à ce niveau-là, mais au moins Twitter. Parce que Twitter, c'est plus public, à mon sens, que Facebook. Facebook, c'est pas toujours facile d'avoir accès à différentes discussions. Puis on veut garder l'idée que ce qu'on observe, ce sont des enjeux publics dans un espace public. Donc, la question, c'est de voir, bon, est-ce qu'il faudrait considérer Facebook? Je crois qu'on va plutôt se limiter à Twitter puis différents posts. Sur Twitter aussi, il y a moyen de faire des recherches, ceux qui connaissent Twitter, là, pour des périodes très ciblées avec des mots-clés, puis de, par exemple, voir qu'est-ce qui s'est dit sur une journée où il y a eu une manifestation, quel genre de discours qui a été véhiculé sur les médias sociaux. Donc, c'est surtout à travers les médias sociaux, les lettres des lecteurs dans les journaux, qu'on va pouvoir avoir le pouls de la réaction du public. Et aussi, j'arrive pas mal à la fin, voir aussi, bon, si un événement qu'on organise, par exemple, par un groupe linguistique, a suscité vraiment une forte mobilisation de la part de la population. Donc, c'est ce genre d'indicateur-là qui va nous permettre de saisir la réaction du public
à des actions menées par des acteurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est pas nécessairement une analyse systématique de tout le discours qu'aura généré différents débats linguistiques. C'est pas une analyse seulement de discours, c'est vraiment une reconstruction des interactions entre les acteurs qu'on veut essayer de mettre à jour. Donc, on va quand même analyser les discours des principaux acteurs, les actions collectives et leur couverture médiatique, tant du côté anglophone que francophone. On va pouvoir faire surgir des contrastes, des différences dans le cadrage des différentes nouvelles. On va regarder aussi les symboles qui sont utilisés par les groupes, par les citoyens, les mots dièses, par exemple, qui sont employés sur les médias sociaux, l'utilisation de symboles, les références culturelles, leur signification. Donc, c'est le genre d'analyse que nous allons conduire. Ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est plutôt un projet. On n'a pas encore vraiment de résultats. Là, on espère pouvoir vous présenter les résultats à l'automne, si on peut. Du moins, la partie qui concerne le Québec. Donc, là, j'ai devancé un peu. Les objectifs de l'analyse, c'est de vraiment reconstruire les interactions entre les principaux acteurs, de saisir les principaux moments du drame, de comprendre le déroulement de l'action, des interactions entre les acteurs et leurs effets sur la communauté. Et je crois que ça conclut ma présentation. Donc ça, c'était la partie aride là, ce matin. Là, je vais laisser mes collègues vous présenter. François Renillard, le cas du projet d'agrandissement du Collège Dawson, and then we'll have two other case studies in the context of this theoretical framework. Bonjour, bon matin. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Merci de nous accueillir. C'est un réel plaisir d'y être. Donc, je m'appelle François Renillard. Je suis professeur substitut à la TELUC et j'ai déposé ma thèse. Éric en a parlé un peu. Je peux te parler de ma thèse au passé. J'ai déposé ma thèse hier. Donc, je suis officiellement... officiellement doctorant et docteur, très fier de l'être. Donc, je parle un peu de ma thèse avant de commencer de parler du cas de l'agrandissement du Collège Dawson. Je m'intéressais à la création de l'Université de l'Ontario français. Et je me disais, oh, quel beau sujet, l'idée de bâtir, d'idéaliser une nouvelle université à partir d'une page blanche. Comment on fait ça? On commence par quoi? Quel genre de classe on met? Quel genre de programme? Quel beau sujet de thèse. Mais il y avait quelque chose d'intéressant parce que je pouvais l'analyser au moment même où le phénomène se créait. Mais ce qui arrive souvent quand on analyse en temps réel, c'est qu'il y a des choses qui se passent non prévues, notamment le fait que le gouvernement Ford, en 2018, a décidé d'arrêter le financement de mon projet de thèse, mais en fait, d'arrêter le financement de l'Université de l'Ontario français. Et donc, mes travaux ont pris une certaine tournure. Je m'intéressais à la discussion publique autour de la création d'une université. Comment les gens parlent, autant sur les médias socio-numériques que dans les médias traditionnels. Est-ce que les gens sont contents? Comment ils réagissent, les associations, les professeurs, les syndicats et tout ça? Comment on discute d'une nouvelle université? Finalement, ça a été aussi comment on discute de la survie d'une université, comment on se mobilise sur, qu'on défend une cause pour une communauté minoritaire linguistique, les Franco-Ontariens, de quelle façon on en jase entre nous et publiquement pour ultimement faire changer d'option et d'opinion un gouvernement qui avait décidé d'arrêter le projet. J'ai réalisé une étude purement et simplement sur une revue de presse sur les articles qui ont été publiés sur cette question-là, 2500. On en a fait une avec Jason et d'autres collègues sur de quoi les gens ont discuté sur les réseaux, les médias socio-numériques, sur Twitter, sur Facebook, sur la même question. Et là est arrivé Éric sur la question que je trouve fascinante de performance sociale. Pour bien résumer cette idée-là, ça a pris du temps aussi la comprendre, c'est vraiment de voir le débat public comme une pièce de théâtre.
Donc, il y a des gens, on peut parler de n'importe quel sujet d'actualité, le troisième lien, et il y a des acteurs qui prennent la parole à différents moments et qui essayent de susciter l'adhésion du public à leur cause. Il y a des drames, il y a des pleurs, il y a des gens fâchés, et c'est réellement comme si on analysait, on était un critique de théâtre installé comme n'importe quel public, et on essaie de voir comment les gens jouent avec les mots, jouent avec les symboles, essaient de convaincre les gens que ça prend un troisième lien, que ça n'en prend plus, qu'il y a un demi, un troisième, un bitube et tout ça. Et donc, c'est tout l'intérêt de voir le positionnement des acteurs. On voit les acteurs de la société comme des acteurs de théâtre. Bref. Et donc, on a réalisé une étude sur la performance sociale des acteurs engagés dans la création, mais surtout pour la survie de l'Université de l'Ontario français. Et on trouvait que le cas de l'arrêt de financement de l'agrandissement du Collège Dawson pouvait ressembler à certains égards à l'histoire UOF. Et donc, comme Éric le dit, on est dans une amorce de projet. On est super ouvert aux commentaires, aux discussions après le panel et pendant les heures de lunch parce qu'on va se lancer dans nos analyses éventuellement, puis on va revenir avec des résultats plus précis. Mais donc, c'est ça, l'histoire très rapidement du Collège Dawson, son agrandissement, en fait, c'était dans les cartons du Parti libéral depuis plusieurs années, accepté, promis, budgété par le gouvernement en place. Donc, tout était en place pour, ultimement, agrandir ce collège-là. Il y a des prises de parole publiques de certains autres groupes qui défendent cette idée-là. Et soudainement, volte-face, c'est bien le 1er février 2022, la ministre Danielle Mécan met fin au projet et décide de dire qu'il n'y aura pas d'agrandissement à Dawson. Plusieurs personnalités, acteurs de la société ont pris position publiquement en faveur ou en défaveur de la décision du gouvernement. Et ultimement, il y a eu pétition, mobilisation, manifestation, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune volte-face dans ce cas-ci sur cette situation-là. Et on trouvait ça intéressant comme situation, comme drame social à analyser avec les mêmes lunettes que ce que Éric vous a présenté, c'est-à-dire en regardant cette pièce de théâtre-là, en disant comment a été joué ce drame-là, cette pièce publique-là. On en a fait une évaluation générale rapide, sommaire. Ce sont des résultats, je vais les appeler préliminaires. On a fait une analyse de la couverture de presse, une analyse des pages Facebook et des fils Twitter, et également de compte rendu de certaines instances. S'il y a des débats à l'Assemblée nationale, c'est aussi des endroits, des lieux où on peut discuter d'une question publique. Ce qu'on s'est rendu compte pour l'instant, et ça à prendre vraiment avec, on dit ça, prendre avec des pincettes, prendre avec un grain de sel, on ne prend pas ça avec des pincettes, merci. Et puis il y a davantage de médias anglophones qui ont traité de la question que de médias francophones. On a aussi vu pour l'instant les principaux acteurs, puis je vais les nommer ici, la CAQ, le PQ, le Parti libéral, évidemment, le Mouvement Québec français, le Québec Community Groups Network, l'Impératif français et la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, à tour de rôle, et évidemment, selon les options, ce sont les différents acteurs qui ont pris position. La direction de Dawson, les étudiants aussi, et également Dawson Student Union. Donc, on n'a pas encore approfondi nos investigations en ce sens-là, mais on est allé voir, on a hâte aussi d'aller voir comment ces différents acteurs-là ont tenté de convaincre les publics à leur cause. Très rapidement, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, pour revenir à l'Université de l'Ontario français, donc, une création, un arrêt de financement l'année suivante. On a noté quelques similitudes entre l'histoire UOF et l'histoire Dawson, notamment dans les deux cas. C'est un gouvernement qui promet quelque chose. Le gouvernement Ford avait dit « Nous ferons l'UOF pour des décennies à venir ». Et une année d'après, boum. Et la même chose, le gouvernement Karkis qui avait dit « Nous agrandirons Dawson ». Et une année après, un volte-face assez grand. Une communauté minoritaire qui se défend sur les réseaux sociaux et les réseaux traditionnels. Il y a un débat public sur la question. Et le conflit capte l'attention du public, j'oserais dire davantage dans le cas de l'UOF, et c'est sans doute en raison de certaines différences, notamment la question de l'arrêt de financement de l'UOF était quasiment liée à une fermeture. C'était une action symbolique très grande, c'était de s'attaquer à la première université francophone autonome de l'Ontario, attendue depuis des dizaines d'années en Ontario, et ultimement,
la performance sociale des acteurs a généré un certain niveau de mobilisation assez grand. Il y a 15 000 personnes qui se sont retrouvées dans la rue pour manifester le 1er décembre 2018. Et finalement, la grande différence entre les deux cas, c'est que dans le cas de l'UOF, le gouvernement a fait volte-face et il y a eu financement de l'université pour les 8 premières années en partage avec le gouvernement fédéral. C'est très sommaire. On met la table à un projet. On va se lancer dans les données. On va aller fouiller partout ce qui a été dit publiquement sur le débat Dawson. Et on va probablement aussi pousser plus loin la comparaison à voir est-ce que, il y a des contextes politiques, évidemment, les contextes des deux minorités sont différents également, mais qu'est-ce qui a fait, comment les acteurs qui ont défendu la décision du gouvernement ou qui l'ont contesté, de quelle façon ils l'ont fait dans le cas du Collège Dawson, et on va vous revenir avec plaisir avec nos résultats. Donc, je vous remercie infiniment, puis je suis excessivement intéressé à vos commentaires sur la question parce qu'on commence en fait un projet de recherche, donc on a besoin de coups de main et de conseils. Donc, je vous remercie beaucoup. Deuxième étude de cas avec Thomas Ledwell et Jason Lukerhoff. Ils vont parler le projet de loi 96 au Québec. Merci beaucoup. So it's a real pleasure to work on these three cases all together. So Eric, François René, Thomas, and I, we're all working on the three, even though we're presenting individual presentations today. Thomas Ledwell is a consultant at Ledwell Strategies. He's been working for over 20 years in communications, strategic planning, and he has a strong interest in what's happening in the media. So that's why we're working with Thomas. And the case study we're looking at together is Bill 96. And it's in the same perspective of looking at what happens in the media. And what's interesting in that perspective is many people, the only thing they have access to is what the media are giving as a representation of the case study itself. So some people have access only to what's happening at Dawson by what the media are portraying, and looking at the way they're portraying the situation as a social performance. Well, it allows to see how different actors are positioning themselves in that context. So the context of Bill 96, in June 2022, Bill 96, officially titled An Act Representing French, the Official and Common Language of Quebec, formally became law. It was the product of years of development. The bill sparked intense debate and raised significant concerns regarding its potential implications on language policy in Quebec, but in particularly for minority linguistic groups. And that, of course, includes English-speaking Quebecers, but also Francophones as minority in Canada, but also other minority linguistic groups all over Canada, because Bill 96 also includes some aspects that have to do with higher education accessibility in Quebec for Francophones who live in other parts of Canada. So against the backdrop of Quebec's longstanding efforts to preserve and promote the French language, we're going to present, Thomas and I, outlines of a timeline of the development of the bill, as well as the coming into force of changes to language requirements in education, government, but also in businesses. So we're going to see the perspective of the businesses in Quebec. Further, we're going to outline the perceived consequences for English speakers in the province and French speakers both in Quebec and minority linguistic communities elsewhere in Canada. So looking at the timeline here very quickly, August 2022, a judge temporarily suspends sections of Bill 96 requiring English court documents to be translated into French, citing this may prevent some English-speaking organizations from accessing justice. So there were some first critiques here, criticisms concerning judgments. Then June 1, 2022, Bill 96 receives royal assent. May 23, 2022, the Quebec 42nd Legislature adopts Bill 96 in the National Assembly. March 2022, there's an amendment that's proposed requiring CEGEPs to add French courses to their curriculum. And then later on, 2021, 2022, the government of Quebec introduced
amendments to Bill 96 addressing some concerns that were raised during the public consultations. And those amendments include changes related to the language of instruction in English language schools and the recognition of Indigenous languages. October 2021, the government of Quebec holds public consultations on Bill 96 to gather feedback and input from various stakeholders and the general public. And then June 16, 2021, the Canadian Parliament passes a motion supporting Quebec's plan to amend the Constitution, declaring Quebec a nation with French as its only official and common language, a measure outlined in Bill 96. May 13, 2021, the government of Quebec introduces Bill 96. And we can also keep in a historical context that in 1977, the government of Quebec passed Bill 101. And in 69, the government of Quebec passed Bill 63, which introduced measures to protect the French language. So we're looking at social performances that are linked to events from 69 to today. So to pick it up here, Jason has just outlined some of the challenges that we have seen. There have been challenges over the course, I mean, this is overarching legislation. There are challenges from a variety of groups over time. I'll note that some of the images are not just there for demonstration purposes. Continuing on François René's point about the research that will be done, there is a lexical analysis, a media analysis, and looking at the framework within which some of these discussions have taken place in the context not only of the development of the bill, but also what happens next. We'll pivot to some of those steps. It's interesting, over the course of the development of the bill, various things were discussed. Of course, it is implemented over time. I won't go into all of the various details here, but for example, many of the changes for business would be introduced, more French requirements, greater powers for the Office québécois de la langue française, and for example, moving towards June 1st, 2025, which is when one of the larger questions, I would say, for businesses, where the change from francisation rules would switch from those companies with 50 employees down to 25 employees. So there is a timeline. Interestingly, if you're looking for research into how this rolls out, it's mostly law firms that are outlining these timelines as opposed to the media, which I found kind of curious. But obviously there are large legal implications, and some of those challenges are playing out in the courts, but also in the media and ongoing discussions as well. This is to demonstrate simply that they're one of the better known, let's say, social performances, if you will, that took place over the development of the law. This was taken during a protest of the English-speaking community in May of 2022, which was one of the largest mobilizations of the English-speaking community in decades. It's worthy of note, it is not the English-speaking community in Quebec that has challenges with Bill 96. The lexical analysis and the media analysis would unpack that further as well, as we're already seeing through I'll say preliminary research. A major part of the research on Bill 96 is to look at the consequences for different groups. So the perceived consequences for Anglophones, I believe that these are quite well known with those in the room today. Focusing on today, perhaps the greater interest will be some of those limited access to English language education, preserved rights for quote unquote historic Anglophones, but more limited rights moving towards the future for those who are not Canadians or Canadian-born English speakers, shall we say. We can also explore some of the other points here in discussion. Moving to the consequences for Francophones in Quebec, these discussions have been more in the background in some cases, but fewer bilingual services, impact on linguistic diversity. That not only is a question of French and English. Jason evoked Indigenous languages, and with the backdrop of what's happening federally, where you in recent years have had the development of the Act Respecting Indigenous Languages that works in parallel to the Official Languages Act, predicated entirely on the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission. There is this new discourse happening in provinces and at the federal level regarding Indigenous languages, and that is a factor in these other policy discussions around bills such as Bill 96.
And then there's the larger question of, shall we say, well, the protection of French, but also the broad reach and impact not only inside Quebec, but also outside. The perceived consequences for Francophones outside of Quebec, there's this net benefit of the promotion of French and the protection of French within Quebec, also benefiting other communities across the country. Francophones outside of Quebec are themselves a very diverse group and with very rich and diverse histories. And so that is being recognized. The symbolic importance is being recognized, and changes to even, say, federal policy, the ongoing discussion regarding Bill C-13 at the federal level being a great example of that. The enshrinement of Bill 96 and the Charter of the French language in federal law, which would be a first, is one of those broader discussions happening at the federal level, which does directly link to what's been happening in Quebec over and the discussions around Bill 96. So that's to give a very high-level survey on some of the questions that we've been exploring, and I'll pass it back to Jason. We see that in those social movements and in the social performances we'll be analyzing, there's a lot of either-or situations. If you fund higher education in English, well, you're necessarily defunding Francophone institutions, or you're making their situation more complicated. But there could be nuanced situations where you help both. You help Francophones outside of Quebec, you give them access to higher education in French, but you do respect the rights of English-speaking minorities in Quebec and continue funding their institutions here in Quebec. So what we see is that there's really two types of debates. There's what's being written in English, what's being written in French, and we can see the media really situated on a spectrum where either you're thinking it's good to fund to protect the French language, and if you do that, well, you have to defund English-speaking institutions, and there are not many people speaking publicly to the idea that you can do both. You can help English-speaking institutions and French-speaking institutions all over Canada and be in favor of all minorities in every province in Canada. So what we're going to do is look at those three case studies, Dawson, Bill 96, and the situation in New Brunswick. And we're going to be referring to Irving Goffman, looking at those situations as social performances, and how every actor is choosing a perspective in that live theater. So we're looking at Turner with the structures of a crisis, the 4 steps we see in a crisis. So we're going to be looking at how people are reacting to what they see in the media, but the hypothesis we have in that project is many people have access to what's going on only by the media. So looking at how the media are portraying the situation will help us see what is feeding the debate, the public debate, and how public policy can react to that public debate. Thank you. Dernier cas à l'étude qui va nous éloigner un peu de ce qui se passe au Québec. Vous m'entendez bien? Le son est bon? C'est bon, OK. Mais ça me fait penser à la fameuse question du jeu à somme nulle, hein, qu'on entend parler dans les médias. Est-ce que c'est un jeu à somme nulle? Ça, on pourrait y revenir un peu plus tard dans les discussions dans le courant de la journée, là. À lire certains médias, oui, mais à lire d'autres commentaires, non, c'est pas un jeu à somme nulle. Puis sinon, ben, comment est-ce qu'on fait passer le message? Comment est-ce qu'on change le discours autour de cette fameuse question-là du jeu à somme nulle, là? Mais oui, donc pour le prochain cas à l'étude, on va parler du Nouveau-Brunswick, donc la révision de la loi sur les langues officielles. Donc, ça nous éloigne du Québec, mais en même temps, on pense que la comparaison avec le Nouveau-Brunswick, les débats, et puis les débats ici, ça peut être enrichissant pour saisir des dynamiques linguistiques, des débats linguistiques qui ont lieu au Canada, au pays, dans plusieurs provinces. Je pense qu'il peut y avoir un enrichissement là, en faisant une étude comparative. Donc, je vais vous présenter rapidement aussi parce que je suis à peu près au même stade. Là, il nous reste encore à travailler les données. Il y a beaucoup de données, beaucoup d'articles
analysé. Donc, je vous présente le cas d'étude, les principaux acteurs du drame sociolinguistique au Nouveau-Brunswick, les principaux moments du drame, le timeline, et puis le dénouement ou presque, là, c'est pas encore tout à fait terminé, hein, nos objets sont mouvants, hein, nos objets d'étude, un petit peu comme François René avec sa thèse de doctorat avait un objet d'étude qui bougeait beaucoup, qui l'amenait à se réorienter. Ça se pourrait que nous aussi, là, on ait des petites réorientations du côté de nos analyses. Donc, selon la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles doit être révisée à tous les 10 ans depuis 2002. Dans le cas qui nous concerne, la loi devait être révisée avant le 31 décembre 2021. Donc, ce n'est pas encore tout à fait le cas, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on s'y approche. La révision est menée par le gouvernement progressiste conservateur de Blaine Higgs. Blaine Higgs forme un gouvernement minoritaire en 2018. Il peut rester au pouvoir grâce au soutien du People's Alliance, qui avait élu à ce moment-là, je crois, 2 ou 3 députés, puis c'était suffisant pour avoir formé un gouvernement minoritaire. Mais en 2020, le gouvernement déclenche de nouvelles élections, puis gagne ces élections, il forme un gouvernement majoritaire. Donc, je vous présente les principaux acteurs du drame. Blaine Higgs du Parti conservateur, Chris Austin, qui, en cours de route, a joint le Parti conservateur, mais qui était le chef du People's Alliance, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. C'est un parti qui remettait en question l'application des droits linguistiques, qui défendait en fait les intérêts. J'en parle au passé parce que le parti, Chris Austin a joint le Parti conservateur en cours de route, comme je le mentionnais. Le parti, je crois qu'il existe toujours, on tente de le faire renaître, mais il n'y a plus le chef Chris Austin. Il n'y a pas de chef en ce moment, donc je ne sais pas c'est quoi exactement le statut du parti, mais je crois qu'il y a des gens qui veulent le relancer si ce n'est pas déjà fait. Blaine Higgs, il faut savoir qu'il s'était porté candidat pour devenir le chef du Confederation of Region au Nouveau-Brunswick. Donc, il est associé à un mouvement contre le bilinguisme officiel dans la province. C'est une image qui lui colle à la peau. Comme l'autre image aussi, c'est le fait qu'il vient de l'entreprise Irving, qui est une grande entreprise au Nouveau-Brunswick qui contrôle beaucoup l'économie, entre autres les journaux, Brunswick News. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que Brunswick News a été vendu à Postmedia. Mais bon, il y a un Postmedia sur son conseil d'administration est dirigé. Le chef du board, c'est Irving. Donc, il y a quand même des liens qui continuent. On a les partis de l'opposition, le Parti vert, le Parti libéral, qui sont plutôt en faveur, là, pour simplifier, là, avec l'égalité réelle, puis faire avancer les droits linguistiques dans la province. On a la commissaire aux langues officielles aussi qui intervient souvent dans les débats. Deux organismes, l'Anglophone Rights Association du Nouveau-Brunswick, qui est un peu dans la même idéologie linguistique que le People's Alliance, donc qui conteste l'application des droits linguistiques, le bilinguisme officiel. On a le SANB, qui est l'organisme porte-parole de la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. J'ai mis ici 2 citoyens qui sont très actifs là, sur Twitter surtout, mais il y en a d'autres, hein, c'est seulement à titre d'exemple. Michel Doucette, qui est un ancien président de la SANB dans les années 80 et qui est un professeur retraité en droit de l'Université de Moncton, puis qui est un spécialiste là, des droits linguistiques. Rosella Mélenchon aussi, qui est une militante pour les femmes, mais aussi pour l'avancement des droits linguistiques. Mais bon, c'est à titre d'exemple, il y a d'autres intervenants. Michel Doucet est régulièrement invité aussi dans les médias. C'est quand on parle des langues officielles au Nouveau-Brunswick, c'est l'expert qu'on invite. Il y a presque le monopole là, au niveau des médias francophones, du moins, là, sur la question des lois linguistiques.
La chronologie du drame qui nous intéresse. Donc, l'histoire commence en octobre 2020 avec l'élection en pleine pandémie d'un gouvernement majoritaire. La communauté est nerveuse, hein, vu le passé de Blaine Higgs au corps et vu la date limite aussi pour réviser la loi qui vient quand même assez rapidement. On parle de décembre 2021, c'est inscrit dans la loi. Et le gouvernement se fait attendre, hein. Finalement, ils vont enclencher le processus de révision en nommant deux commissaires qui vont faire des consultations privées alors qu'on voulait des consultations publiques et qui vont aborder deux questions en même temps. La révision de la loi sur les langues officielles et aussi toute la question de la réforme du programme d'immersion. Et puis ça va être un sujet à débat dans la province parce que pour la communauté acadienne, le gouvernement, ce qu'il est en train de faire, c'est de mêler le monde, d'amalgamer deux questions qui sont importantes. La communauté acadienne dit c'est important, la question de l'immersion, des écoles d'immersion, mais ça n'a rien à voir avec la révision de la loi sur les langues officielles. Mais le premier ministre, quand il est interrogé sur sa vision de la loi sur les langues officielles, à chaque fois, sa réponse l'amène à parler du programme d'immersion, des écoles d'immersion. Puis on n'arrive pas à voir, la communauté acadienne n'arrive pas à voir quelle est sa vision au sujet des langues officielles. Mais il y en a une vision. Puis on va finir par comprendre qu'en fait, sa vision, c'est de régler deux problèmes avec une pierre, donc faire une pierre deux coups. C'est en rendant les anglophones le plus bilingues possible, on répond à une préoccupation qu'on entend du côté des anglophones unilingues qui n'ont pas accès, par exemple, à des postes dans la fonction publique. Donc, il y a une stratégie derrière sa révision du programme d'immersion, c'est de rendre les anglophones plus bilingues. Puis on connaît les statistiques, ceux qui ne les connaissent pas, les anglophones au Nouveau-Brunswick sont très minoritairement bilingues. Donc, puis il y a un sentiment d'injustice qu'on ressent, puis je fais des études aussi sur le système de la santé, du côté il y a une régie, un réseau de santé qui est anglophone. Et on entend souvent ce sentiment d'injustice de la part des employés unilingues qui semblent qu'ils n'ont pas accès à des postes, à des promotions. Et il y a une frustration. Puis on le sent aussi dans la population anglophone unilingue. Donc, le premier ministre est sensible à ces préoccupations-là et il veut répondre. Et puis la perception que la communauté francophone acadienne va développer, c'est qu'en fait, le premier ministre est plus sensible aux préoccupations des anglophones unilingues qu'aux besoins, aspirations, revendications de la communauté acadienne. Donc, c'est tout un jeu de perception qu'on va essayer de mieux comprendre, mais en rendant les anglophones bilingues, l'autre avantage pour Blaine Higgs, c'est qu'il va pouvoir offrir des meilleurs services dans les deux langues officielles. Donc, c'est sa manière de répondre aux préoccupations de la communauté acadienne. Pour la communauté acadienne, c'est pas suffisant. Donc, il y a la grande attente. Les deux commissaires finissent par remettre leurs deux rapports. Puis après ça, c'est l'attente du côté de la communauté acadienne. Ça va prendre 1 an avant que le premier ministre va donner un début de réponse à l'oral. Puis, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne retient aucune des recommandations qui ont été faites par les commissaires autour de la loi sur les langues officielles. Il y a une idée qu'il va mettre de l'avant, il veut créer un secrétariat qui s'occupe des langues officielles, qui n'aura pas tout à fait le même rôle que le commissaire aux langues officielles, qui lui conserverait son rôle de chien de garde pour les langues officielles et de promotion aussi, mais il y aurait au niveau interne, au niveau du gouvernement, un secrétariat qui ferait un travail de coordination à l'intérieur du gouvernement pour assurer un meilleur respect de la loi sur les langues officielles. Donc, c'est ça l'idée qui va être avancée finalement en mars 2023, donc c'est quand même assez récent, avec son projet de loi qui est la vraie réponse formelle du gouvernement.
L'autre idée qu'on voit dans son projet de loi, c'est donc la loi doit être révisée à tous les 10 ans. C'est une obligation depuis 2002. Le premier ministre veut enlever cette obligation-là. Son argument, c'est de dire, il n'y a rien qui empêche de réviser la loi quand on en a besoin, donc on n'a pas besoin d'attendre 10 ans. C'est son argument qui est un peu faible là, du côté de la communauté acadienne qui dit, rien n'empêche de réviser la loi si on veut le faire plus tôt, il n'y a rien qui empêche de le faire. Mais au moins, on a l'obligation de le faire à tous les 10 ans, qui est un minimum. Donc, pour la communauté acadienne, c'est un recul. Entre-temps, donc, entre le dépôt des commissaires et le dépôt du projet de loi, il y a quand même quelques coups de théâtre là, dans le drame qui nous occupe. Il y a les députés qui avaient été élus du People's Alliance, 2 députés élus qui passent au Parti conservateur. Donc, ça, c'est un premier coup de théâtre. Ce qui met en péril le parti, le People's Alliance. Puis pour Blaine Higgs, c'était une préoccupation aussi de voir ce groupe-là de créer un parti, donc ce groupe d'anglophones créer un parti, puis qui vient gruger des votes là, pour son parti. Donc, c'est une préoccupation. Pour lui, c'est une victoire stratégique d'avoir 2 députés du People's Alliance qui joignent son parti. Autre coup de théâtre, donc démission du ministre de l'Éducation, parce que là, il y a un désaccord entre Dominic Cardy, qui est le ministre de l'Éducation, et le premier ministre sur la réforme du programme d'immersion. Donc, il y a une démission à ce moment-là. Autre coup de théâtre, Chris Austin est nommé ministre, mais aussi va être nommé sur le comité qui a comme mandat, le comité du premier ministre qui a comme mandat de réviser la loi sur les langues officielles. Donc, ça, c'est une goutte qui fait un peu déborder le vase là, dans la communauté acadienne. Donc, la réaction est forte. Plusieurs réactions suite à ça. Donc, ici, j'ai devancé un peu. Ici, on voit une manifestation organisée par la SANB qui organise un tintamarre à la veille de la reprise des travaux de l'Assemblée législative à l'automne 2022 pour mettre de la pression sur le gouvernement qui tarde à répondre, mais aussi qui a un discours qui ne répond en rien aux demandes de la communauté acadienne. Qui a réussi à rassembler à peu près 300 personnes. Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une alliance avec des groupes autochtones pour organiser la manifestation parce que les groupes autochtones aussi, des Premières Nations, ont le sentiment de ne pas être entendus aussi par le premier ministre. Il y a tout, ça serait toute une autre étude à faire là, du côté des Autochtones, mais il y a tout un historique aussi de ce côté-là. Donc, la réaction est forte quand on apprend que Chris Austin, ancien chef du People's Alliance, siège au comité de révision sur la loi sur les langues officielles, qui comme passe pour une aberration, qui passe pour un affront pour la communauté acadienne. La SNB qui dit que Blaine Higgs brûle les ponts avec la communauté acadienne. La chef du Parti libéral qui parle de droit d'honneur fait aux francophones dans la province. Même du côté Global News ici qui rapporte en fait une déclaration de Justin Trudeau qui dit que Blaine Higgs, il comprend pas que Blaine Higgs peut faire une décision comme ça. Ça fait pas de sens pour Justin Trudeau, une telle décision. Là, ici, le discours, là, il y a vraiment un discours d'inquiétude qui passe dans les médias. Ici, c'est une analyse faite par une journaliste qui dit qu'en fait, qu'on est en train d'assister à une remise en question du contrat social entre la communauté acadienne puis la communauté anglophone dans la province. C'est tout l'imaginaire entourant les droits linguistiques, les langues officielles qui est en train d'être remise en question dans la province. Et c'est ce qui inquiète la communauté. Même les médias anglophones qui peuvent être aussi assez critiques, il y avait tendance à être, surtout à l'époque de Brunswick News, contrôlé par Irving, d'être assez indulgent vis-à-vis le gouvernement. Maintenant, le ton change du côté des médias anglophones. Il y a eu des éditoriaux assez sévères aussi vis-à-vis les décisions de Blaine Higgs. Donc ici, il donne raison aux groupes comme la SANB là, qui dénonce la décision de nommer Chris Austin au comité. Je vais m'arrêter ici.
il y a quelques éléments. Glenn Higgs en rajoute au lieu de s'excuser ou de se rétracter ou de remettre en cause sa décision. Il parle du bureau du commissaire qui est très négatif. La SNB met en garde le gouvernement, dit qu'il ne faudra surtout pas qu'il touche au bureau du commissariat aux langues officielles. Pour finir, il y a aussi certains commentateurs qui trouvent que la communauté, il y a la SNB qui réagit dans les médias, il y a quelques citoyens, mais à part de ça, la population ne semble pas trop mobilisée. On parle d'un immobilisme ici, puis un autre commentateur là, qui va aussi constater là, qu'il y a comme une apathie là, au niveau de la population autour de cette question-là en ce moment. La semaine passée, je termine, on a appris que Blaine Higgs allait revenir sur sa décision de retirer l'obligation de reviser la loi tous les 10 ans. Donc, on garderait l'obligation, donc ça serait un recul du premier ministre, mais ça reste à confirmer parce que la loi n'est toujours pas votée. C'est en train d'être discuté, débattu à l'Assemblée. Voilà, je m'arrête ici. On va vous présenter plus de résultats à l'automne sûrement. Puis on est ouvert à vos questions. Vous êtes invité to ask questions. We have 15 minutes. 11:45 is when we have the coffee break. Hello. I'm so excited about this project, partly because you're doing some really interesting work on Quebec, but also linking it to what's going on in other official language communities, which is really valuable for all of us. It brings new perspective. Thank you. I have a question. My background is a photo archivist coming up here. Have you thought of looking at the iconography? In other words, the imagery, which is a whole other kettle of fish in terms of a research strategy. But you showed some really interesting photos, and I'm wondering if there's any way that you can capture what you're seeing and do some kind of analysis. Thank you. It's a very good question. In fact, we've been discussing what will be included in those 3 papers. The first step is publishing 3 papers in a journal issue that's going to have to do with linguistic minorities all over Canada and also specifically in Quebec. But we also have a step 2 to that project where we'd like to make comparisons from one case study to another and have a more general analysis. And that's where some other aspects like that could be analyzed, because it does take some space. So in 3 papers, it would be a little short. We already have a lot only with what's been published, but it would be a great idea to look at everything that's visual. So everything that's visual during the manifestations, during the social movements, but also in the papers, the way that the pictures are taken or the way they're chosen, because there's also that aspect that it's not always the reporter that writes the title. The title is written by somebody else in the media, but there's also people looking at what picture will we choose. And sometimes it's an old picture, but they try to find the picture where the person will look angry, will look happy, will smile, won't look at what's going on. So that's an analysis we could also make, but in that second step. So in the first step, we're really looking at what's happening, where are the actors situated on the spectrum, and what's happening in time. But yes, in step 2, we could add that. Do you want to add something? No, only to add to Jason's thoughts where, not only the images and the selection and the editorial process, but also even, I love that there was an editorial cartoon. There's a whole vein there. And we have discussed the possibility of having sort of some kind of publication with a timeline that talks about singular events, but with different perspectives and what different communities would think. And I think something like this analysis would fit nicely into that sort of thing. Any analysis of media in this context is particularly interesting because the journalism is one thing. The editorial on something as, I will say, divisive as Bill 96 is quite interesting.
in many cases quite predictable. You know, there are certain media outlets in French that will, you know, ask qui sont les Québécois, and then you'll have certain English outlets that will take similar lines and use similar languages, similar language rather. And then there are many media will fit in the middle, but then it's really the analysis to expose some of the differences to where things color outside the lines. And I think that something like the image analysis would be an interesting addition to that. Dans l'étude qu'on a fait avec sur l'UOF, il y avait beaucoup d'images dans les caricatures, par exemple. Puis il y a des symboles aussi. Comme Amanda Simard, tu l'as mentionné rapidement, mais elle a été une héroïne de l'histoire. Elle a démissionné, puis elle a été une porte-parole. Et puis on l'a caricaturé un peu comme la Jeanne d'Arc de la communauté franco-ontarienne. Puis puis on avait fait la même chose avec Gisèle Lalonde qui avait défendu Montfort à l'époque, l'hôpital Montfort qui avait été menacé aussi. Donc, il y a une symbolisation là, qui est faite. Ça passe beaucoup aussi par des images. Puis, fait intéressant, Jeffrey Alexander a développé toute une théorie aussi autour des icons. Comment ça a une dimension sociale. Puis, donc, ça fait partie des outils d'analyse là qui sont des outils d'analyse qui nous permettent de saisir, en fait, l'expression des différents acteurs en dehors du discours. C'est ce qui est intéressant, ça nous fait sortir seulement le discours. Parce qu'on performe de plusieurs façons à travers le discours, mais aussi à travers toutes sortes d'autres outils symboliques. J'ajouterais aussi à cette question-là qu'il y a ce que les médias publient et que les gens partagent, mais il y a aussi sur les réseaux sociaux trois actions, en gros, qu'on voit: partager des informations qui viennent des médias, écrire ou partager des images. Puis là, l'image est très évocatrice à ce moment-là. Puis on va voir, entre autres, les mèmes où ils vont être utilisés pour, en peu de temps, exprimer une idée en partageant soit une photographie qui a été modifiée ou en donnant un deuxième sens à une photographie en ajoutant un court texte. Alors, par exemple, on pourrait aussi prendre la perspective des citoyens qui partagent sur les réseaux sociaux. Puis, entre autres, on pourrait décider de regarder spécifiquement les mèmes, qui est une façon aussi de communiquer qui est assez présente sur les réseaux sociaux. On va peut-être avoir besoin d'aide. Alors, en fait, ma question, ça dirige plutôt pour M. Éric Ford, mais bon, bien sûr, les autres peuvent intervenir. Dans votre PowerPoint, au début, vous avez mentionné, vous avez fait une distinction dans les performances entre les débats qui sont, mettons, à l'Assemblée nationale, etc., et d'autre part, les manifestations culturelles dans la rue. Bon. Et l'idée, c'était que les débats, finalement, sont basés plus sur des arguments et la valeur des arguments, tandis que les manifestations dans la rue font plutôt appel au sentiment ou à la mobilisation, etc. Moi, je dirais que c'est peut-être pas une bonne distinction parce que, en réalité, ce qui fait qu'une position va gagner, même dans un débat, on va dire, intellectuel ou sur les faits, ce sont souvent des a priori. C'est-à-dire que les gens se font une opinion intuitive, on a la perception que la communauté francophone ou anglophone sont menacées, et ensuite on va aller faire du cherry picking sur Internet ou dans les médias sur on va chercher les arguments qui viennent renforcer une posture qu'on a déjà au début. Donc, confirmation bias, hein, ça on dit ça en anglais, et on sait très bien que les statistiques, on peut les utiliser comme on veut. Donc, je pense que finalement, les débats politiques sont pas plus rationnels finalement que les manifestations spontanées dans la rue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis assez d'accord. Tout ça, c'est présent. Puis même les faiseurs d'images en politique savent hein, que je veux dire, un débat en politique, c'est une question d'image, c'est une question de performance. Puis ce que je voulais dire, c'est peut-être plus que la mise en scène sera peut-être quand on est entouré. Il y a des experts aussi qui se spécialisent hein, pour préparer, par exemple, à un débat qui va étudier la question de l'image. Donc, tout ça, ça peut être étudié, ça peut faire l'objet même d'un savoir-faire professionnel. Puis, je pense qu'on est conscient de tout ça quand
on performe même dans un débat plus traditionnel. Puis, ce qui est intéressant dans les biais de confirmation, c'est aussi la question, comment est-ce qu'ils évoluent ces biais-là? Comment est-ce qu'on arrive à les faire, à les changer? Est-ce qu'on peut, puis même si on a des biais de confirmation, est-ce que c'est suffisant pour émouvoir suffisamment un public pour les amener à venir participer à une manifestation, par exemple? C'est le passage à l'action aussi qui est intéressant. Fait qu'il y a toute la dimension qu'on pourrait appeler cognitive, hein, qui fait qu'on va renforcer des convictions, on va peut-être parvenir parfois à persuader. Il y a toute la question aussi émotive qui fait qu'on peut, au-delà des idées, sentir qu'on appartient à une communauté. Il y a le sentiment là aussi là, qui est à prendre en considération. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça? Comment est-ce que tout ça peut jouer, émotion, image, performance, pour faire changer des comportements, éventuellement des attitudes, des perceptions. C'est ça qui reste à étudier, à analyser, à mieux comprendre. Ça s'inscrit toujours dans une période plus large. Dans le cas des Franco-Ontariens, effectivement, il y avait des positions très claires d'un groupe d'un côté, d'un groupe de l'autre, mais qui existaient avant 2018, qui existaient depuis un siècle, depuis 150 ans. Fait que les gens parlaient d'une autre bataille à livrer contre le gouvernement conservateur. Ils sortaient des symboles du passé, l'hôpital Montfort, la révolte des épingles, des épingles à chapeau, à des moments où cette communauté-là s'était sentie brimée par le gouvernement. Donc, ils se ressortaient ça. Donc, il y avait, au-delà de cette période très précise, effectivement, il y avait un background, il y avait une histoire préalable où les positions étaient campées. Par contre, dans cette histoire-là de l'UOF, la majorité des anglophones de la province ont appuyé le mouvement francophone, ce qui était rare. Les Québécois et les Franco-Canadiens partout dans le pays se sont aussi levés, ont manifesté pendant une couple de semaines. Tout le monde se sont sentis interpellés, à la différence de plein d'autres débats qui se sont passés en Ontario français, qui ont suscité que peu d'émotions. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi celui-là, puis pourquoi celui-là a levé, a fonctionné et a créé un certain mouvement. Et certains acteurs ont changé leurs allégeances à ce moment-là. Et donc, c'est pas canné dans le béton, c'est pas coulé dans le béton que les partis bougent pas et ultimement le jeu transformera pas les impressions du public. Donc, dans le cas de l'UOF, ça a fait bouger quelque chose différemment qu'en tout autre moment. Carson Cole, je travaille au Conseil du Trésor au fédéral. Merci beaucoup. Je trouvais vos présentations très enrichissantes. One reflection that I have is, as you were speaking, working in the public administration like Bill, when we support ministers in their decision making, it's often with a perspective of being evidence-based. And what I find really stimulating about what you're saying is that there's this other domain that I think escapes us all too often, comme on n'est pas capable nécessairement d'analyser comme vous faites. Et je pense que ça serait intéressant que quand votre projet est terminé, de peut-être aller dans des écoles d'administration publique ou même présenter ça aux fonctionnaires pour les outiller un peu à faire ce type d'analyse. Parce que les volte-face dont vous parlez, là, c'est intéressant et parfois c'est basé sur les faits, mais souvent c'est aussi basé sur l'iconographie, comme Lorraine a dit là. So anyway, it's not a particular question, but I find this fascinating. I think there's something maybe as a public servant that I'm missing or my teams are missing when I hear you speak about, how these conflicts have evolved. So thank you. Je peux peut-être faire un commentaire. En fait, le cadre théorique qu'on veut adopter, puis on s'inspire de plusieurs auteurs, surtout Jeffrey Alexander, mais il y en a d'autres. Il y a tout, en fait, il y a un courant là derrière, il y a une équipe, ça va devenir sûrement une tradition en sociologie aussi. Puis, c'est de voir qu'est-ce que ça nous dit de plus, qu'est-ce qu'on peut saisir de plus que ce que par exemple, d'autres théories peuvent aussi nous dire. Il y a des théories qui vont mettre l'accent beaucoup sur la stratégie,
la stratégie employée, puis ça continue de jouer, la stratégie. Les rapports de pouvoir, ça continue à interférer. Hein. Blaine Higgs est au pouvoir et peut ignorer, en fait, une communauté qui revendique plus de droits linguistiques. Il peut le faire, il y a un gouvernement majoritaire, mais il y a quand même un coût à ça. Hein? Puis je suis sûr qu'il calcule, il fait tout ça. Donc, la stratégie continue. Mais en même temps, ce que ça apporte comme dimension, je trouve intéressante, c'est toute la dimension symbolique, le sens associé aux actions qu'on prend ou qu'on ne prend pas aussi. Le fait de ne pas agir, ça a aussi un sens, ça peut avoir aussi un sens. Puis c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir qu'est-ce que ça nous dit de plus que ce que les autres théories pouvaient nous dire déjà. C'est ça qu'on veut aller, mais on est dans le difficile à saisir. If I can just add to that, I mean, there's this, there's the idea of quantity having a quality all its own. And so the approach to an exhaustive analysis of, using Meltwater, a tool like Meltwater, to get everything and then do a proper analysis, as opposed to cherry picking, as we've done for the presentations this morning, to give a bit of a survey. And so that part of the analysis, I think, will be very important. And just picturing EDIC's, a couple of EDIC slides, sort of the positioning where we are, one reflection I've had in this is that, we are members of all of these communities in different ways. And as is the trend in doctoral research now, you can't have this view from nowhere. And so the strength of the theoretical framework, I think, and theoretical frameworks will be very important, not only in demonstrating that, that there is quantitative in the qualitative, but also that we are not confirming those biases and making sure that there's a proper analysis. Justement, je voulais parler de votre méthodologie. Comme nous avons une industrie médiatique qui est extrêmement conglomérée au Canada et que Meltwater a un monopole sur le scraping des médias, je vous encouragerais aussi à aller interviewer des anciens rédacteurs en chef. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais dans votre deuxième volet, peut-être aller voir des gens qui ont baigné dans ces environnements-là, leur perspective, leur interprétation de quelqu'un qui a filtré justement en temps réel ce qui se passait. Je voulais vous remercier aussi. C'est super intéressant au niveau académique de voir qu'il y a des gens aussi passionnés qui veulent garder ces enjeux-là vivants. J'avais une deuxième question vraiment rapidement. Pourquoi vous avez choisi Monsieur Lord, de délaisser l'époque justement avec la crise de l'Université de Moncton et le premier ministre Robichaud? Pour moi, c'est comme un point de départ aux luttes linguistiques acadiennes. Puis ça a été très dramatique, justement, comme dénouement. Et ça fait un débat public qui commence à prendre de l'ampleur. On n'est pas fermé à aller dans cette direction-là. Pour l'instant, on a choisi ces trois cas-là qui nous interpellaient, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas d'autres. Des débats linguistiques au Canada, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec, il y en a plusieurs. J'oserais dire que c'est un premier pas. On a choisi ces trois-là, mais c'est une super belle suggestion, effectivement. Et d'aller rencontrer les journalistes aussi également, éditorialistes, pour comprendre un peu la façon qu'ils ont traité ça également. Merci. Dans la comparaison entre ce qui s'est passé à l'UOF, puis Dawson, puis la loi 96, par exemple, une des choses qui nous intéresse, c'est que la francophonie minoritaire à travers le Canada a eu à s'organiser, à défendre ses intérêts, donc à embaucher aussi des professionnels de la communication qui mettent les enjeux à l'agenda, qui causent des mouvements sociaux. Tu sais, ces mouvements sociaux-là, n'importe qui travaille dans le domaine sait bien que ça émerge pas tout d'un coup. Il y a des gens derrière ça qui les planifient, qui jouent sur, on en a parlé, l'émotion et les arguments, les deux. Mais ça prend les deux pour que les gens sortent dans la rue. Il n'y a personne qui sortirait dans la rue sans que ça soit organisé. Donc, il y a des gens qui pensent ça, qui le planifient. Il y a des lettres d'opinion parce qu'on veut qu'il y ait des lettres d'opinion, puis ça aussi, c'est créé. Donc, il y a aussi une organisation qui se passe derrière pour que ça soit mis dans les médias. Et une particularité de la communauté anglophone au Québec, c'est probablement de ne pas avoir eu à s'organiser plus tôt parce qu'il n'y a pas eu de ces attaques-là auparavant. Et c'est probablement lié au fait que quand on connaît cette communauté anglophone-là au Québec, bien, la très, très, très grande majorité, ils sont pour la protection du français. Ils sont pour défendre le français au Canada, le protéger,
tout en valorisant les droits aussi des anglophones, puis en maintenant les acquis des anglophones. Et c'est cet équilibre-là qui a été attaqué. Et c'est une communauté qui a eu très récemment à s'organiser. Donc, il n'y a pas autant de données qui existent. L'argumentaire qu'on peut aller chercher du côté des francophones, n'importe qui fait une recension des écrits se rend compte qu'il y a beaucoup de données qui existent, de statistiques, d'argumentaires déjà développés, alors qu'ils sont moins nombreux, sont plus récents pour les anglophones au Québec. Alors, quand vient le temps d'organiser des événements, de provoquer des mouvements sociaux et de retrouver ces statistiques-là, bien, il n'y a pas les mouvements sociaux autour, il n'y a pas la mise en contexte social qu'il faut pour y arriver rapidement et donner corps à ces statistiques-là. Donc, les données, elles existent, mais il faut aussi les mettre en scène. I'm going to jump in. This is a best case scenario that people are so interested that they stay late. What I would invite, let's continue the conversation over coffee and a round of applause for our amazing first participant.